Alors, au niveau de ces environnements, effectivement, dans la partie Hauts-France, on a mis en place un système de partage de données avec les collectivités locales et principaux services dans le cadre de nos contrats. Donc, en fait, les utilisateurs sont les agents des collectivités locales, qu'ils soient d'ailleurs sur le terrain ou qu'ils soient dans les locaux de la collectivité locale. Donc, il y a une certaine complexité avec potentiellement beaucoup d'utilisateurs. Les besoins dépendent de personnes qui sont extérieures à l'entreprise. Finalement, même si nous, on a une idée des services que l'on souhaite offrir, la collectivité au départ propose bien sûr des services et puis les agents aussi. Donc dans ce contexte-là, le côté agile était tout à fait adapté pour partir d'un noyau et enrichir progressivement les besoins, pouvoir les exposer aux clients. Donc ça, c'est vraiment le côté agile. Le côté lean, il est arrivé en fait par un autre biais. En fait, l'idée, c'est qu'on devait changer la plateforme qui était ancienne, qui était obsolète parce que l'Internet avait changé en 7 ans. Et en repartant de toutes les nouvelles hypothèses de l'Internet, le mobile, le cloud, les API, la data, en fait, on réinventait toute une nouvelle architecture de système d'information. Et donc, on savait dès le départ du projet qu'il fallait qu'on apprenne à gérer cette architecture et qu'on n'avait pas la solution en démarrant le projet. Donc le Lean, c'était l'idée d'avancer aussi progressivement, mais plus pour apprendre et pour s'améliorer en continu par rapport à cette infrastructure et pour pouvoir produire très vite une plateforme opérante avec quelques fonctionnalités. Voilà pour le côté agile et Lean qui sont arrivés de deux façons un peu différentes. Alors on a commencé de manière, on avait déjà cette expérience-là avec des clients qui étaient plutôt des consommateurs quand on avait réalisé la plateforme Internet sur laquelle il peut récupérer sa facture et avoir tous les différents services. Et on avait travaillé avec des focus group, beaucoup travaillé avec les clients en amont pour le design de la solution. On a démarré de cette façon-là, en faisant un design, en n'écrivant pas une ligne de code, et on a exposé ce design à des collectivités et en regardant comment ça allait se traduire de manière opérationnelle. Ça a été une des premières façons. Mais on s'est aperçu en fait assez vite que c'était pas suffisant. On s'en est aperçu après avoir mis en production que c'était pas suffisant parce que bon, sur la maquette ça va, mais après dès qu'on en arrive dans des choses concrètes, on est retourné les voir après utilisation et là ils nous ont dit oui mais là je peux pas trier avec ce numéro, mais ce numéro nous on le connaît pas, oui c'est un numéro interne. Donc on a commencé à s'apercevoir qu'en fait la collectivité voulait non seulement des données qui venaient de chez nous, mais elle voulait aussi pouvoir mettre des données qui venaient de chez elle pour pouvoir avoir son propre aussi vocabulaire et pour pouvoir trier. Donc c'est un exemple pour montrer qu'on a dû impliquer très en amont, mais ça ne suffit pas. On l'a impliqué pendant et on a une autre implication qui est beaucoup plus on va dire, invisible. On monitore en permanence la plateforme, on monitore sur la disponibilité, on monitore sur les performances de chaque page, chaque écran, on monitore l'usage, est-ce que les utilisateurs viennent, comment est-ce que ça augmente, parce que ça aussi ça donne un retour. Ça donne un retour qui nous permet de nous améliorer en performance, de dire mais pourquoi est-ce que ce service-là n'est pas utilisé alors qu'il est en production. Est-ce qu'on l'a mal communiqué dessus? Donc on voit que tout au long du cycle projet, dès la phase de design, dès qu'on met en production et finalement dans le run en permanence, en fait on doit avoir ces outils, des outils qui permettent d'intégrer le client ou la voix du client d'une certaine façon. Donc effectivement, dans le projet, donc on est dans une logique d'extranet, production de données vers l'extérieur. Donc on a une problématique de sécurité, des systèmes internes, des données internes, les mettre vers l'extérieur. L'agilité nous a permis déjà et l'amélioration continue surtout d'arriver à produire une première architecture, de vérifier qu'elle était bonne, de s'améliorer. Par contre, il y a un élément qui est essentiel en termes d'agilité autour de l'architecture, c'est qu'en fait, on a coupé l'architecture en morceaux. Et donc, on a cherché à isoler les applications existantes qui fournissaient des données avec des flux, un entrepôt de données qu'on appelle un data store, des API à l'étage au-dessus, et chaque morceau est relativement isolé, et le portail lui-même qui appelle ces API, qui va chercher dans l'entrepôt, et ainsi de suite.
Le fait d'avoir découpé comme ça permet de paralléliser. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas un gros système monolithique. Donc en fait, l'agilité est intéressante parce qu'on a coupé finalement, on a adopté le principe, on a coupé en petits morceaux, une architecture qui fonctionne ensemble. Donc on peut arriver à avoir plusieurs versions d'une même recherche de données, par exemple, c'est possible. Sans impacter les autres. Donc ça permet de réduire les... Alors, on les augmente les dépendances au démarrage pour arriver à fabriquer, parce qu'on ne peut pas fabriquer le morceau du dessus tant qu'on n'a pas le morceau du dessous. En revanche, ensuite, on réduit les dépendances, parce qu'ensuite, on peut faire évoluer des morceaux du système sans avoir besoin d'arrêter d'autres morceaux. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel et qui est assez intéressant parce qu'en fait, ça tue un principe historique des projets qui est de dire, avec les hommes jours, on va faire un gros projet, de rajouter le double de développeurs ne permet pas d'améliorer les délais d'un projet. Ben, en fait, ce n'est pas vrai avec les API, c'est-à-dire que si je veux avoir plus de batterie de données à un moment donné, comme tout est découpé, en fait, il suffit juste que je double le nombre de développeurs, je triple et j'aurai effectivement 3 fois plus de production qui fonctionnera. Alors que ce n'est pas possible sur le projet global, c'est possible au niveau, entre guillemets, d'un étage du projet, donc application, data, API, portail. Alors, dans les difficultés, la première par rapport au projet et à l'agilité, c'est ce qu'on appelle le fixed price. C'est voilà, ok, on va vous faire un forfait, et pour ce forfait, vous allez tout faire, et il y aura tout dedans avec un intégrateur. Ça, c'est une illusion, en fait. D'abord, quand l'intégrateur cherche à faire ça, en fait, ça va coûter 2-3 fois plus cher que le prix que ça vaut vraiment, parce que finalement, il va provisionner l'ensemble du risque qu'il ne connaît pas, puisque une bonne partie du risque, il est côté client. En plus, ça ne donne aucune motivation au client lui-même, donc nous, de nous améliorer pour arriver à fabriquer le système. Voilà. Bon, donc en gros, la première grande difficulté, c'est d'enlever le mindset de dire on est dans un projet au forfait. Non, on est dans un projet sur lequel on sait exactement à quelle heure on va arriver. On sait à peu près à quel coût on va arriver, puisqu'on connaît le temps. En revanche, on ne sait pas du tout ce qu'on aura. Et ça peut faire un choc. Alors, comment est-ce qu'on gère ça? On gère ça par le fait que de toute façon, on va impliquer les clients. Donc, ce qu'on est sûr, c'est que ce qui aura en priorité, c'est ce qui correspondra aux clients en priorité. Donc, peut-être qu'effectivement, on n'aura que 50% des fonctions, mais le pari qui est fait, c'est que ce 50% de fonctions donnera autant de satisfaction, si ce n'est plus, que le 100% des fonctions qu'on aurait pu livrer, mais avec 50% de fonctions qui, finalement, n'intéressaient pas les clients derrière. Et ce travail, il n'est pas fait non plus dans les gros projets. Donc la difficulté numéro 1, c'est de se sortir du carcan entre guillemets des projets forfaits classiques pour se mettre dans ce mode-là. C'est pas simple parce que les contrats sont pas adaptés, les contrats cadres sont pas adaptés. Donc en fait, il faut réinventer tous les maillons. Le management n'est pas adapté. Je citerai peut-être aussi la hiérarchie. On est vraiment en agilité, on dit souvent qu'il faut faire bosser le design, le marketing, les techniques ensemble. Dans les techniques, il y a des hiérarchies. Il y en a beaucoup chez les intégrateurs où on a un chef de projet qui en fait est le supérieur hiérarchique des développeurs. Pour moi, le développeur, il est au-dessus du chef de projet. Parce que le développeur, c'est lui qui produit de la valeur, c'est lui qui produit le code qui va être mis en production. Donc, ça casse totalement la logique de hiérarchie quand je réfléchis à la valeur apportée par le projet. Et un développeur m'apporte plus de valeur finalement qu'un chef de projet. Et je vais même le dire autrement, quand à la fin de l'année, j'arrive avec un budget qui se réduit, je vais arbitrer et je vais plutôt réduire la partie management, pilotage, et je vais, pour aménager et augmenter et avoir plus de développement, parce que je sais que maintenant que je suis stable, je vais donner beaucoup plus de valeur à mon client en faisant ça qu'en mettant du management. Alors, dans les principaux enseignements, le Lean, finalement, quand on regarde, qu'est-ce qu'on a appris? Le Lean, c'est amélioration continue, c'était la promesse au début. Alors, on a appris à fonctionner. Au début, on ne fonctionnait pas, il faut être très clair. Pendant quelques mois, on a eu du mal, enfin, on ne fonctionnait pas, c'était chaotique. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup mieux, c'est passé dans les pratiques. On a vraiment des meetings tous les jours par rapport aux développeurs qui font leur reporting. On a un pilotage hebdomadaire qui fonctionne avec deux systèmes de roadmap embarqués selon si on a une roadmap à 4 semaines, une roadmap à plus long terme, à quelques mois. Donc ça, on l'a appris. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a aussi appris tous les morceaux qui ne servaient à rien et qu'on avait au début. Alors, par exemple, les spécifications très en amont.
On s'est aperçu que ça servait à rien dans notre cas, parce que en fait, les développeurs ont beaucoup de mal à lire les spécifications. Et j'ai vraiment réalisé ça fait des années que je fais quand même de l'informatique, que je pilote, que je suis là-dedans. Je me suis aperçu que les développeurs ne lisaient pas les spécifications, et donc finalement que l'encadrement des développeurs remettait un maillon de traduction des spécifications pour que le développeur comprenne. Bon, on a pris le problème à l'envers, on a spécifié directement avec les développeurs sur des morceaux qui étaient beaucoup plus simples, et on spécifie finalement après, c'est-à-dire au moment où on arrive à la recette. Là, on fait la spécification parce que c'est là où on va garder la capitalisation de finalement ce que l'on a fait et de comment il faut tester ce qui a été fait pour que ça fonctionne. C'est un peu contre-intuitif par rapport à toutes les démarches et méthodologies, mais sur des choses, sur des plateformes sur lesquelles on rajoute un certain nombre de services, et on n'est pas en train de parler de méga-systèmes très complexes et très intégrés, c'est beaucoup plus efficace, et ça, la productivité a explosé à partir du moment où on a fait ça. Et en plus, on a pu réaffecter les ressources qui étaient prévues pour payer des concepteurs à faire du développement.